Tu me reconnais? Ça fait longtemps. Oui, ça fait un bail. On fait tout le tour pour débarquer près de l'écluse Berendrecht, ici dans le nord. Et là, on a encore une zone industrielle, 600 hectares, 4500 personnes, 51 unités dans une usine enceinte. Danny Deckers est guide officiel pour le port d'Anvers. Chaque semaine, il accompagne des élus ou des personnalités venus découvrir les secrets de ce port parmi les plus grands du monde. Aujourd'hui, il fait voguer le gouverneur de Liège sur le fleuve l'Escaut. Là, on voit qu'on est vraiment très central pour la France, pour l'Allemagne, pour toute cette zone-là. On est le plus grand port de France. Il y a 10 ans, il y avait quelques émeutes sociales dans les ports français. Et alors, le président de la République, Sarkozy, il disait aux syndicats, faites attention, sinon le port d'Anvers va devenir plus grand que les nôtres. C'est déjà le cas. Mais c'est déjà le cas depuis longtemps et ça va le rester depuis longtemps. Vous avez des convois ici de 135 mètres. Désolé, en France, c'est 38 mètres. Hein? Ici, vous avez les quais avec les marchandises. Plus de 10 millions de containers transitent chaque année par le port d'Anvers. C'est 5 fois plus qu'au Havre. Centre névralgique des échanges mondiaux, Anvers est aussi la capitale de tous les trafics. Pendant des mois, nous avons partagé le quotidien d'amoureux du port et de ceux qui essayent de le protéger. Cathier, la douanière, a une mission, dénicher les contrefaçons. Parfois, c'est collé, hein, quand c'est de la contrefaçon. Mais c'est toujours qu'ils ont l'air vrais. Armé d'un scanner géant, rien ne lui échappe. Voilà. Il y a une voiture? Je peux rien vous cacher. Non. Yves est un des rares dockers français à travailler ici. Il est confronté aux dangers de sa profession, mais se faire une place lui a demandé beaucoup d'efforts. Hé, pousse-toi! C'est très très dangereux. Il y a une voiture qui arrive, il y a une machine qui est sur le côté maintenant. J'ai presque pas de place pour passer. Malgré les risques, il va tout faire pour que son fils Thomas suive ses traces. Thomas, tu regardes en haut, on va voir si tu peux aller travailler. Je sais que c'est dangereux, mais dans chaque métier, il y a des risques. Ivoire, lui, est pilote fluvial. Faut se tenir, hein? Ouais. Dans quelques semaines, il va devoir ramener à bon port un des plus grands porte-containers au monde. Il va braver tous les dangers de nuit. Ça commence toujours par une séquence sportive. Et Yeroun, un commissaire de la police de la navigation, et son inspecteur Chris. Ensemble, ils luttent contre la criminalité maritime. Le cannabis, ça sent très, très pur. Hein. Il y a beaucoup de drogue, beaucoup de cocaïne aussi. C'est un vrai problème. L'an dernier, 46 tonnes de drogue en tout genre ont été saisies ici. Le port s'étire sur 129 km², plus grand que la ville de Paris. Dans la maison portuaire, une carte au sol dévoile l'étendue du site. Donc nous sommes là. Oui, là. Voilà. Ici, c'est la frontière hollandaise ici, hein? La ligne noire. Voilà. Qu'est-ce qui passe par le fleuve? Quel type de marchandises? Tout. Les gaz, les combustibles, les pétroles, les conteneurs, les voitures, les fruits, tout passe aujourd'hui par le fluvial. Le port d'Anvers, au total, donc pas compris le maritime uniquement, mais l'industriel, fait 90 millions de tonnes par le fluvial par an. 90 millions de tonnes. Symbole de ce gigantisme, les 4 terminaux, où des grues géantes déchargent les porte-containers les plus grands de la planète en un temps record. C'est magnifique. On a une belle vue ici. Hein? C'est les toutes dernières grues qui ont été construites dans le monde, qui ont donc beaucoup d'efficacité, 40 mouvements par heure par grue. C'est un record. Les conteneurs blancs, c'est les frigos. C'est là où il y a votre poisson, votre viande, les bananes. Mais chaque banane que vous mangez passe automatiquement par Anvers. Ici, vous voyez un balai de cavaliers qui apportent les conteneurs dans les rangées de stockage. Ils sont gérés par un système informatique parce que, bien entendu, il y a des milliers de conteneurs. Il faut savoir exactement où ils sont.
Pour décharger, trier et stocker toutes ces marchandises, 8000 dockers. Parmi eux, Yves Blanchard, un Français de 59 ans. Il est chauffeur et conduit des élévateurs qui peuvent charger jusqu'à 30 tonnes. Non. Ouh, vous voyez, je l'ai dit, hein, non, rien. Tellement que c'est mouillé, le bois est mouillé, tout ça, alors la barre, elle est revenue, quoi. Chef, ça va pas ce que tu fais là. Des bannes. C'est pas la bonne manière. J'ai jamais appris à parler flamand, j'ai appris tout de moi-même. Je savais pas un mot néerlandais. Et c'est venu comme ça en allant, quoi. Au début, j'en ai vu, hein. J'en ai vu de toutes les couleurs, hein. Parce que j'étais français, je veux dire, il y en a qui ne voyaient pas bien, quoi. C'est un moment parce que je parlais français, quoi. Mais allez, maintenant c'est fini, hein. Je me laisse plus faire. Ce natif du nord de la France a débarqué au port il y a plus de 30 ans. J'étais ambulancier. Je suis arrivé ici en 1983. J'ai fait 2 ans avec mon beau-père pour les fruits, les légumes, tout ça. Et après, il connaissait une personne qui m'a fait rentrer au port. En 1990, j'ai eu mon livre, le docker. Il faut voir le travail qu'on fait, hein. Moi, je suis chauffeur, mais ceux qui travaillent dans les bateaux, tout ça, c'est encore pire, hein, quand ils doivent tout porter. Je l'ai fait aussi, hein. J'ai fait tout ce travail, hein, avant d'être chauffeur, hein. À la pause, Yves a 30 minutes pour déjeuner. Je dois me rendre où après? Le quai 112. Ok. L'occasion d'échanger avec ses collègues. Voilà. Encore manger maintenant. On est fiers de ce qu'on fait, on n'a pas peur de salir nos mains, et tous ensemble, quoi. C'est une famille. Il y a des gens que je connais pas, je vais là-bas, ça y est, hop, on fait contact directement, hein. Mais là, vous mangez tout seul quand même. Ouais, mais ça me fait du bien. Parce que vous savez, quand vous êtes avec la machine pendant des heures, le bruit, tout ça, après vous allez être bien, un peu une demi-heure, ça fait du bien. Ça fait du bien pour la tête, hein. Au poste douanier de Callot, Cathier, 29 ans, vient d'être titularisé pour contrôler les containers arrivés des 4 coins du monde. Sa mission, vérifier que les importateurs n'ont pas triché dans leurs déclarations. C'est pour la France. Ça vient d'où? Ça vient de la Chine. Tout vient de Chine en fait. Beaucoup. Pas tout, mais beaucoup. Donc ça, c'est une bonne qualité. Anvers, c'est la plaque tournante de tous les trafics. Cathier a pour mission de traquer les produits illégaux et les fraudes aux taxes d'importation. Oui, c'est bon, c'est bien déclaré. On n'a pas seulement un produit, 2 produits, 3 produits. Ici, on voit tout. Dans ce bureau, on voit tout. Des chaussures, des noix coco, des tables, des chaises, des sols, tout. On est une frontière de l'Europe, donc il y a beaucoup de choses qui passent ici, heureusement. Donc ça nous donne du travail, hein. Donc, oui. Porte d'entrée majeure du marché commun de l'Union européenne, Anvers est confronté à l'explosion du trafic de contrefaçon. Ce sont des chaussures pour Aubervilliers. Aubervilliers, c'est très connu pour la contrefaçon chez nous. Quand on va à Aubervilliers, voilà, il faut faire attention. Ça, c'est le Wall of Shame, le mur de honte, parce que c'est la contrefaçon ici, voilà. Les douaniers de Callot ont conservé la trace de leur plus belle prise. Ici, on a la contrefaçon, Louis Vuitton, voilà. Des Huck, vous connaissez des Huck, donc le australien. Voilà, ici, les Louis Vuitton. Et tout ça, vous l'avez trouvé ici? Oui, dans des conteneurs. Donc Louis Vuitton, ça ne passe jamais ici parce que ça vient de la France. Donc ça ne va jamais passer ici au port. Donc si on trouve ça dans le conteneur, c'est pas bon. Donc voilà, on a Burberry. Donc on n'a jamais ça dans des sacs plastiques. Donc quand on voit de Burberry dans des sacs plastiques. Les Nike aussi, voilà. Normalement, on doit voir ça. Et maintenant, c'est caché ici. Le logo, c'est pas bon. Ça vous surprend qu'il y ait autant de contrefaçons dans le monde? Non, en fait, non. J'ai déjà passé beaucoup de vacances en Turquie, donc... non, je suis pas surprise, non. Pour chaque contrôle, la procédure est toujours la même. Il faut d'abord scruter les déclarations de l'importateur. Ça, c'est la déclaration. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'on trouve.
Est-ce que ça fait un match avec la déclaration, oui ou non? C'est pas le plus amusant. Non, mais c'est le plus important. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas contrôler parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont déclaré. Ce qu'ils ont déclaré selon ces documents, ce sont des jouets et des couvertures. Pour le vérifier, le camion passe dans un scanner géant. Une arme technologique redoutable pour Katié. Goedemiddag. Bonjour. Alors, on est dans le bâtiment du scanner. Ici, les camions entrent et on voit les images. Le chauffeur doit sortir à cause des rayons X. Et puis, on voit qu'il y a des jouets ici, mais on a de différentes choses qui sont déclarées. Donc, on voit une partie ici. On voit les boîtes en carton. On peut voir que c'est textile, ce sont des couvertures, donc c'est bien. De la Chine, c'est toujours bien rempli jusqu'au toit. On ne peut rien mettre en plus. On peut rien vous cacher? Non. Je vais ouvrir le conteneur. Tout est clair, il n'y a pas de souci, donc on va ouvrir une boîte et on va voir. Yeah, merci. Voilà. On regarde, ce sont des plates. Ils ont déclaré une plate. Donc c'est une bonne déclaration. Il peut partir. Pas de contrefaçon pour ce contrôle. Tu peux fermer, c'est bon. Une opération rapide pour Katié. Mais les containers ne sont pas les seuls à être surveillés. Les bateaux sont aussi suivis de très près. C'est la mission de Jeroen Nissen, commissaire de la police de la navigation d'Anvers. On monte sur l'SPN 14. C'est notre bateau de police pour des contrôles des péniches et des bateaux fluviaux. Aujourd'hui, Jeroen a une péniche dans son viseur. Il veut vérifier que ce navire respecte la réglementation maritime. Je crois que tout est dans ce classeur. On vérifie si vos documents sont toujours à jour. Vous avez besoin de ce papier? Non, juste le permis de plaisance, le carnet des huiles usées, l'éco-carte et les extincteurs. Tu peux me l'envoyer aujourd'hui, quand son carnet est approuvé? Oui. Il y a certains marquages qui sont normalement obligatoires. Alors, je vérifie s'ils sont là-dessus. Il y a marqué qu'il peut charger jusqu'à quel niveau. Il y a des numéros et il y a le nom qui doit être mentionné sur tous les côtés du bateau. Les capitaines ils sont très coopératifs. Ils savent au moment qu'on est là, il n'y a plus rien à faire. Un peu plus loin, un cargo de 180 mètres vient d'accoster. Le commissaire missionne 2 de ses inspecteurs pour le contrôler. Le Nina Marie bat pavillon libérien et appartient à une compagnie allemande. Hello, Immigration Police. À sa tête, un capitaine ukrainien, le capitaine Oleg Skakun. Bonjour, bienvenue à bord. On aimerait voir la liste de l'équipage et leur passeport et contrôler l'ordre de mission. Ok, sir. Vous repartez quand? On repart sans doute demain vers midi. Vous n'êtes pas sûr de l'heure? Ça dépend de la météo. On n'est pas Nostradamus. Non. Les policiers, normalement, ils viennent que pour des formalités. Mais mieux vaut les avoir comme amis que comme ennemis. Merci. Si tout est OK, vous n'avez pas à avoir peur. C'est pas juste OK. Tout est super OK. Capitaine, on peut jeter un coup d'œil sur le pont? Bien sûr. Bon, on vous suit. Ici, vous avez le système d'identification. Tout est super. On n'a rien à cacher. Tout est légal et à jour. On navigue beaucoup aux États-Unis et au Canada où la législation est encore plus stricte. Donc on est super relax. Malgré les propos rassurants du capitaine, les 2 inspecteurs veulent vérifier la salle des machines. Un endroit très apprécié des trafiquants. Chris
scrutent le moindre des recoins. Oui. Quoi, là? Ouais, on ne sait jamais s'il y a des réfugiés dedans. Souvent des réfugiés? Oui, de plus en plus. De plus en plus, il y en a. Et de la drogue. La drogue, un problème central à Anvers. L'année dernière, plus de 40 tonnes de cocaïne ont été saisies. C'est 8 fois plus qu'à Rotterdam ou au Havre. La moitié de la cocaïne consommée en Europe passerait par le port d'Anvers. Ils sont intelligents, ils ont beaucoup de ICT, ordinateurs, des matériaux techniques. Ils jettent dans l'eau avec des GPS-trackers. Souvent, ils laissent trouver une petite quantité que la grande passe. C'est le jeu du chat et de la souris. Oui, oui. C'est une guerre difficile. Le Nina Marie passe le contrôle avec les félicitations des policiers. C'était un plaisir de contrôler votre bateau. De quoi réjouir le capitaine Skakoun. Au même moment, un des plus gros navires du monde navigue à destination de la Belgique. L'Estelmerx, 400 mètres de long, peut transporter jusqu'à 15 000 containers. Aux commandes, Georges, un Roumain rompu à la navigation en pleine mer. Ces bateaux, on les envoie n'importe où dans le monde. Tout va si vite maintenant. Là, on est en Europe, et dans 2 semaines, on arrive au Moyen-Orient. On va à Salalah, à Oman, puis après à Jebel Ali, dans les Émirats arabes unis. Anvers a une autre particularité. C'est un port fluvial. Les quais sont en fait situés à près de 90 km de la mer. Pour arriver à bon port, il faut donc connaître l'Escaut comme sa poche. Pour cela, Georges va être appuyé par un pilote local spécialisé. Ce pilote, c'est Ivoire. Ce matin, il met la dernière touche à sa tenue. Bien là, on se prépare. Dans ma veste d'uniforme, j'ai... Voilà, ça, c'est notre Bible pour savoir ce qu'on va avoir comme courant, si on va avoir assez d'eau ou pas. Le téléphone et le chocolat. Ça, je peux pas oublier. C'est ration de survie. Dans quelques heures, il montera à bord de l'Estelle pour le guider jusqu'à Anvers. Donc, nous, on va passer sur tout ce qui est blanc. C'est un fleuve qui est assujetti aux courants de marée très violents. Le premier risque est un risque d'échouage et puis de sous-estimer la force du courant qui ferait de sorte que le navire serait déporté hors du chenal. Et fait au revoir. Vas-y. Mon petit chat? Oui. Je vais partir. On va avoir un petit bisou. Bisous. À tantôt. Je t'appelle encore. Hein? Tu rentres vers quelle heure? Je sais pas très bien, je crois vers 23h. Si tout se passe bien, oui. Mais j'exige pas d'elle qu'elle se lève la nuit. Hein? Ça, je faisais dans le temps, ça, je... Non. Mais évidemment, oui, quand le téléphone sonne, elle est réveillée. Ça, je suis réveillée, moi, je m'endors pas. On vous réveille à 4h du matin, essayez de vous rendormir, c'est impossible. Et toi, tu sais faire des siestes? Hein? Des micro-siestes, des petites siestes, des grandes siestes. Moi, je suis le professionnel de la sieste. OK. Tantôt. Oui. La météo tourne à l'orage. C'est une très mauvaise nouvelle pour Yves. À proximité d'un des 4 terminaux du port, Danny, le guide, est à l'affût. On vient de m'appeler, il y a un bateau apparemment en difficulté. On va aller voir sur la digue. Sur l'Escaut, un porte-container a fait appel au secours. Les vents dépassent les 110 km/h. Le navire n'a pas assez de puissance pour amarrer à quai. Il risque l'échouage. C'est assez exceptionnel. On a des vents à 120 à l'heure. Et donc, vous voyez, immédiatement, il y a des bateaux qui viennent sauver le bateau. Il y a des gens qui entendent ça sur la radio et qui vont venir voir. Le pont est déporté par ici. Ouais, c'est fou. On va le mettre un peu comme un voilier dans le vent. On va attendre un peu pour que le vent descende pour le mettre à quai. Donc, mais il y a déjà 4-5 remorqueurs qui sont venus à l'aide pour le tenir droit, quoi. Parce que ces vents-ci, c'est vraiment exceptionnel. Moi, je ne l'ai jamais vécu.
Finalement, le bateau est ramené à quai. Mais la météo inquiète Yves, le pilote. Un taxi l'accompagne jusqu'au port de Vlissingen en Hollande, là où il doit monter à bord du porte-container en pleine mer. Ça peut toujours être annulé, ouais, on ne sait jamais. Ouais. J'espère que non, mais quand ce sont des averses soudaines, elles sont souvent accompagnées de coups de vent. Et ça, on n'aime pas trop, surtout en manœuvre. Mais arrivé à Vlissingen en Hollande, la tempête s'est renforcée. L'opération est maintenue, mais Yves n'est pas rassuré. Anvers, c'est par là. Oui, on ne voit pas bien. Maintenant, il ne fait pas très beau. Mais donc, l'estuaire, c'est toute cette région ici. Estelmers vient du Wandeler. Il va arriver par là. Il va virer de bord pour qu'on puisse arriver à bord sans encombre. Le changement de pilote sera quand même un peu sportif. À cause de la houle, à cause du clapot, ça va être un peu sportif. Sur l'un des canaux du port d'Anvers, Jeroen, le commissaire de la brigade de la police de la navigation, et Chris, son inspecteur, viennent d'être appelés en renfort. Il y a la police locale qui a téléphoné que les pompiers et la police sont en train de trouver des sacs qui flottent dans l'eau. On est appelable en appui du police communale parce qu'ils n'ont pas de bateau comme nous. Des sacs suspects qui flottent sur le canal. Une situation fréquente à Anvers. Il s'agit parfois de déchets toxiques abandonnés illégalement dans l'eau ou de drogue en attente d'être récupérés par un trafiquant. C'est bon, je l'ai. C'est bien. Laisse-le sortir. C'est des jardinières. Des pots en plastique. On a encore trouvé 3 sacs dans le canal en direction d'Anvers. À l'intérieur, des dizaines de jardinières. Un nombre surprenant qui éveille les soupçons des policiers. Pour l'instant, il y a des indices que ça peut être des déchets sortant d'une plantation. Alors, c'est encore très tôt pour dire de plus. Plantation de cannabis. Mais, probablement, oui. Un peu plus loin, la police judiciaire et les pompiers sont déjà sur place. En tout, une vingtaine de sacs sont récupérés par les forces de l'ordre. Là, je vais le faire voir. Il n'y a plus aucun doute quant à la nature du trafic. Le cannabis, ça sent très, très pur. Hein. C'est de l'engrais, de la cannabis. Les trafiquants qui font du cannabis, s'ils vont au parc des conteneurs avec leurs déchets, ils se font attraper hein, parce que ça sent. Alors, ils jettent tout dans l'eau. Comme ça fait moins de traces aussi. L'équipe de police judiciaire est à la recherche d'indices qui pourraient aider à identifier les trafiquants. Quelqu'un peut aller voir derrière? Ils ont vraiment tout jeté, hein, même les vêtements. Que le collègue, ce qu'il cherche, c'est des traces. Hein. Des traces, des petits papiers avec une adresse ou des fautes qu'ils ont fait. Là-bas, un petit papier vert, on ne sait jamais. Et si, il y a une adresse dessus. Hein. Oh, un email. Tu crois qu'on peut lui envoyer un message pour voir? Et un numéro de téléphone. Alors pour l'instant, il y a pas mal d'indices. Vous voyez, ils sont en train de prendre des photos. Ça devient un dossier pour le parquet. Et c'est au parquet d'en communiquer au moment qu'ils ont des résultats. Trouver dans l'eau les restes d'une production locale de cannabis, ce n'est pas fréquent à Anvers. En revanche, les affaires de cocaïne se multiplient. Car cette drogue est produite à l'autre bout du monde et entre souvent en Europe par la mer. La cocaïne, ça augmente. Ça arrive par bateau. Il jette dans l'eau ou il met dans un conteneur avec du fruit, aussi dans des sacs. Il y a quelqu'un qui doit la prendre. Beaucoup de personnes qui sont demandées pour aider les dealers, des dockers, des douanes. Ils recrutent dans le personnel du port? Oui.
De la cocaïne qui arrive par container au poste douanier de Catier, on a justement des doutes sur une cargaison de fruits. Ce sont des ananas du Costa Rica, donc toujours un risque de drogue. Parfois, on trouve des ananas en plastique, donc qui sont cachés dedans. Donc il faut les percer et puis ils sentent de la cocaïne. Le container est intégralement vidé. Cette fois, les douaniers ne trouveront aucune trace de cocaïne dans cette cargaison. Mais récemment, des saisies historiques ont été permises grâce au scanner. Là, on voit un conteneur avec des bananes. Ici, la cocaïne est cachée. Ce sont des blocs de cocaïne qui sont cachés dans le toit. Ça, c'est un conteneur avec brocoli dedans. Et c'est bien visible. Ici, il y a de la cocaïne cachée. Les contours sont différents, c'est plus noir et la couleur a changé. Donc la drogue à l'arrière pour qu'on puisse la ramener très vite. Les trafiquants, quand ils viennent dans le quai, ils ouvrent le conteneur très vite, ils prennent le sac de sport, puis ils referment le conteneur, ils s'en vont. Donc le tout dans quelques minutes. Face à ce problème majeur, les autorités viennent de créer une unité de police chargée d'infiltrer les milieux mafieux. « 6 heures du matin, Yves, le docker, se prépare à partir au port. Ok, je prends mon café. Après 30 ans de carrière, son corps accumule les stigmates causés par les tonnes soulevées chaque jour. Les quais sont pas toujours droits, quoi, je veux dire. Alors, c'est physique pour le corps, tout ça. Le dos et tout. Hein. J'ai eu 3 opérations à mon genou. En 2016, j'ai eu mon cou 2 fois opéré. Mon bras droit, c'était presque paralysé, tout ça. Tellement de porter les sacs avant, des 70 kilos. Mais je suis très content d'avoir repris mon travail. Ouais, parce que ça me manquait, quoi. Et comme Van Avant rentre... Ce soir, je rentre vers 16h, 16h15, s'il n'y a pas d'embouteillage. Le port fonctionne 24 heures sur 24. Yves démarre son travail en général avant le lever du soleil. Aujourd'hui, il doit déplacer des rouleaux de 30 tonnes. Le risque est permanent. Voilà, les chauffeurs font pas attention. On t'obsède. On doit crier de ton enfant, mais c'est pas pour... Vous voyez, vous n'avez pas de visibilité. Hein. Donc c'est très dangereux. Très très dangereux, faut faire très très attention. Il y a une voiture qui arrive, il y a une machine qui est sur le côté maintenant. J'ai presque pas de place pour passer. Je vais essayer. On va faire avec mes yeux, à droite, à gauche, tout partout. Quelquefois, il y a des gens qui se mettent à côté, je vous dis, ils se font prendre par la machine, vous reculez, vous ne voyez pas, ils sont derrière la machine, ça arrive. Hein. Ces dangers ont parfois des conséquences dramatiques. Peter est le patron d'Yves. Il a une mauvaise nouvelle à annoncer. Hier, un docker à vélo s'est fait écraser dans une autre entreprise du port. Il veut rappeler à ses employés les consignes de sécurité. Un vélo va trop vite. Ils arrivent trop vite devant les machines. Chez nous, c'est le terminal. On prend des mesures préventives. Depuis longtemps, on ne peut pas rouler à vélo. Ouais, c'est très dangereux, hein. Faire attention. Hein. C'est toujours dangereux. C'est toujours avec des grands poids, avec des grandes machines et l'humain. L'être humain est tout petit et très sensible, mais on ne peut pas éviter des accidents. C'est un collègue, même que je ne connais pas, ça me fait du mal. Une mauvaise nouvelle qui fait remonter des souvenirs douloureux. Vous avez perdu des amis? Oui, 4. Au port. Ça me fait du mal. Tous les jours, j'y pense. Tous les jours. Un jour, j'arrive au travail. Je ne savais pas tout de suite. On m'a dit, oh, il t'est arrivé quelque chose à Eric. Il chargeait le camion, après il a reculé, mais les chaînes n'étaient pas bien attachées. Donc, ce qui s'est passé, le camion a avancé, je veux dire, et le pont a reculé. Donc,
Avec la machine, elle était entre le camion et le pont, quoi. Et sa tête a été contre le volant. C'était fini. Ça fait trop mal quand j'en... Allez. Bah, je vais vous dire, moi, j'ai pas peur de la mort. Hein. Je veux dire, si ça doit arriver, ça arrivera. Hein. Je veux dire, je suis là, demain, je suis peut-être plus là. Hein. Le lendemain matin, c'est une journée particulière qui commence pour Yves. Il accompagne son fils Thomas, 20 ans, au CEPA, l'organisme qui emploie les dockers. Les patrons, ils payent au CEPA et le CEPA nous paye. C'est notre employeur. Valérie. Yves a rendez-vous avec un conseiller de la direction. Thomas envisage de devenir docker comme son père. Un parcours du combattant. C'est impressionnant ou pas? Un peu. Pourquoi? Parce que c'est tout nouveau, comme ça. Je suis venu seulement une fois pour prendre ma photo sur ma carte. Thomas a obtenu une carte provisoire pour travailler occasionnellement au port, en attendant d'être docker diplômé. Le but, c'était en juin qu'il soit admis à l'école. J'essaye de l'aider, oui, je fais mon possible. Je téléphone beaucoup pour demander s'il y a de l'avance. Moi, on m'a dit non, ça va pas. Même au CEPA, on m'a dit il doit attendre juin 2018. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens pour mon fils Thomas. Il vient d'obtenir sa carte de docker stagiaire. Oui, elle est là. Il a tenté 2 fois l'examen de l'école des dockers, c'est ça? Apparemment, il n'était pas assez mature. Mais je n'avais que 18 ans à l'époque. Tu veux retenter l'examen? En juin prochain, oui. Bien que précaires, les dockers sont bien rémunérés, plus de 2000 € par mois. Mais les places sont limitées. Du coup, Yves, qui a bataillé dur pour se faire une place, veut aider son fils à entrer dans ce cercle fermé. Je suis quelqu'un de déterminé. Quand j'ai quelque chose dans ma tête, je vais jusqu'au bout. Je voudrais qu'il connaisse ça, et pour faire voir ce que c'est le travail aussi. Hein. Depuis le premier jour que je travaille au port d'Anvers, il n'y a pas une seconde que je regrette. Yves l'espère, bientôt Thomas marchera sur ses traces. Au poste de contrôle de Callot, la douanière, Cathier, a été appelée. Un camion frigorifique inquiète les contrôleurs. Ah, ça, je crois que ce sont des chaussures. C'est un conteneur frigorifique. Non, c'est pas possible. Les chaussures dans le frigo, non. C'est assez grand, c'est rond. Et ici, c'est un peu tombé à cause de la mer, les vagues, des mangues ou des ananas. C'est possible des mangots, mais des ananas. Maarten? Ils ont déclaré que c'était des chaussures. Des chaussures? Dans un frigo? Il disait, ah, chaussures. C'est une devinette. Hein. Des chaussures dans un frigo, de quoi éveiller les soupçons de toute la brigade. C'est un conteneur frigorifique? Oui, frigorifique. Comment tu l'as vu? Au scanner. Frigorifique? Tu vois? Voilà. C'est un frigo. Peut-être qu'ils n'avaient pas d'autres conteneurs. Voilà. C'est possible. Ça arrive pas souvent. C'est pas normal qu'ils viennent avec un frigo, non? Ce sont des chaussures à manger. Le conteneur a voyagé en mer pendant de nombreuses semaines. Les marchandises confinées émettent parfois des gaz toxiques qu'il faut mesurer. En ouvrant le conteneur, on respire et on a le gaz, on peut mourir. Et ça peut être très vite. Donc, il y a eu des collègues qui sont allés aux urgences donc, à cause des gaz toxiques. Donc, ouais. Donc c'est très important le boulot de monsieur. Donc, c'est notre sécurité en fait. Là, ça va? Ouais. Pas beaucoup de gaz. Pas de gaz toxiques. On va ouvrir plusieurs cartons parce qu'on a des soucis, on n'a pas de licence. Pour en avoir le cœur net, pas d'autre solution. Il faut ouvrir le conteneur. Les boîtes sont tombées. Fausse déclaration, contrefaçon, tout est possible. Ça, c'est la marque Champion.
stond toch niet op de factuur? Nee, dat staat niet op de factuur. C'est pas mentionné sur la facture que c'est la marque Champion. Donc, c'est très bizarre. Cattier vérifie plusieurs cartons, y compris au fond du camion. Ils ont l'air vrais, mais c'est toujours qu'ils ont l'air vrais. Quand c'est de la contrefaçon. Parfois, c'est collé, hein. Quand on a quelque chose qui est bizarre, on a Anna-Marie qui nous aide toujours. Toute entreprise doit apporter la preuve qu'elle détient la licence de la marque dont elle importe les produits. C'est le rôle d'Anna-Marie de le vérifier. Dus het is iets heel bizar. Tous les gens qui ont une marque peuvent demander aux douanes de faire quelque chose quand on a soupçon de contrefaçon. On va les dire qu'on a trouvé des chaussures. Quand c'est du contrefaçon, ils nous demandent pour détruire les marchandises. Si on a trouvé quelque chose, ça donne un sentiment qu'on fait notre travail. Parce que c'est pas tous les jours qu'on trouve quelque chose, donc voilà. C'est pas sûr hein, que c'est de la contrefaçon, mais on peut quand même vérifier. Donc, ouais. Si c'est de la contrefaçon, je suis contente. À Flessingue, en Hollande, l'Estelle, le porte-container géant, attend à une dizaine de kilomètres du port. La nuit est tombée, mais la météo est toujours mauvaise. Yves, le pilote fluvial, est sous pression. Une fois qu'on nous appelle, c'est minuté. Les gens qui font toute l'organisation, le dispatch, s'attendent à ce qu'en dehors les 20 minutes, on soit ici à bord. Pour assurer l'opération, Yves est accompagné de 2 collègues pilotes. La houle et le clapot sont importants. Faut se tenir, hein? Ouais. Et l'obscurité ne facilite pas l'opération. Nous, en tant que pilote, on constate quand même que 3/4 de notre job, c'est la nuit. Parce que les navires sont prévus pour naviguer la nuit et travailler de jour en port. Économiquement, ce qui est plus rentable. Soudain, l'Estelle fait son apparition. Le bateau est aussi haut qu'un immeuble de 11 étages. Une plateforme à 8 mètres de haut permet de monter à bord. Un exercice périlleux en pleine mer. Allez. OK? Yes. OK? Ja, bedankt. Goeie wacht. Les pilotes ont quelques minutes pour grimper à l'échelle. C'est dur? Non, non, ça va. Ce navire-ci est plus grand que le plus grand des porte-avions américains. Un porte-avions américain, à côté, c'est tout petit. Ça commence toujours par une séquence sportive. Hey, good evening. Thank you, sir. C'est une phase assez délicate. Ça doit toujours se passer vite parce que ce navire continue à avancer à vitesse réduite. Ils sont beaucoup plus sujets à la dérive. Et comme il ne fait pas beau, attention aux marches, hein, parce que c'est plein de pièges à cons, hein, ce bateau. Arrivé à bord, Yves se présente à Georges, le capitaine roumain de l'Estelle. Bonjour. Bienvenue à bord. Il a longtemps fait le même métier que lui, commandant de porte-container en pleine mer. Quelle est la capacité du bateau? On peut transporter jusqu'à 15 500 containers. Aujourd'hui, on a des bananes, du poisson, du parfum et plein d'autres choses. J'ai commencé à naviguer en 85. Je suis arrivé sur mon premier porte-conteneur en 88. J'ai été longtemps sur un bateau de 180 mètres qui avait à bord 1100 conteneurs. Et pour moi, c'était un grand bateau. Puis je suis passé sur un bateau de 205 mètres où il y avait près de 2000 conteneurs. Et je trouvais ça inhumain. Et ici, il y a 15 000 TU. Donc c'est, comparé à ce que moi j'ai connu, c'est 7 fois aussi grand. Donc c'est surtout ça qui a changé. C'est devenu monstrueux.
120. Ja. 173. Ja. Centrale Terneuse van de Estelle Maersk. Yves prend la main sur le navire. Il va devoir remonter tous les SCO de la Hollande à Anvers. Et ce n'est pas une mince affaire. Ici, c'est ce qu'on appelle le détroit de Borssele. C'est une passe un peu critique. Si on tourne trop vite sur tribord, sur la droite, et qu'on dépasse la ligne des bouées vertes, on s'échoue. Si on ne tourne pas assez rapidement et qu'on passe au-delà des bouées rouges, on s'échoue aussi. On va vraiment rester entre les deux lignes de bouées. L'esco, c'est très sinueux. C'est un petit peu comme un slalom géant en ski alpin. C'est une descente au flambeau. Hein? Yves et ses 2 collègues vont assurer 4 heures de navigation sur un parcours de 90 km semé d'embûches. Anvers, 6 heures du matin. On va aller voir s'il y a du travail. C'est un grand jour pour Yves. Le Français accompagne son fils Thomas pour trouver un contrat journalier de docker au port. Chaque matin, les dockers se présentent aux côtes, la bourse du travail des ouvriers du port. Bonjour, comment ça va? Bien, et toi? Le rituel est toujours le même. Il faut attendre la sonnerie pour connaître le nombre de postes disponibles. Tu vois, Thomas, il y a plein de dockers. Et tu regardes en haut, on va voir combien il y a de dockers qui vont demander. Et s'il n'y a pas assez, ça, ce sont les patrons qui viennent chercher des dockers. Et tu peux prendre ta carte, et tu peux donner, et tu peux aller travailler. S'il y a besoin, ça se peut que je travaille. Mais je ne pense pas qu'il y a besoin aujourd'hui. Voilà. Il y en a 4 qui ont scanné, il y en a 16 demandés. Il n'y a pas assez, quoi. Ça se peut que Thomas travaille, mais... Donne-lui ta carte. Il est manutentionnaire? Très bien. Voilà. Et moi, j'ai noté maintenant le nom pour monsieur et je téléphone au bureau pour travailler à la quai. Il y a beaucoup de dockers qui sont en retraite et c'est pour beaucoup de jeunes qui prennent les cartes dockers. Thomas décroche une première mission, une fierté pour son père. À la sortie du côte, un mur rend hommage aux collègues disparus. Un article de journal a publié la photo du docker dont Yves a appris la mort quelques jours auparavant. Ouais, maintenant je vois qui est-ce. Ouais, je connaissais. Ouais, là ça fait mal. C'est le risque du métier. Hein. C'est pour ça que je dis à Thomas aussi qu'il doit faire très attention quand il va travailler. Hein. Je veux qu'il revienne à la maison, hein. C'est normal. Je sais que c'est dangereux, mais dans chaque métier, il y a des risques. Tu dois en tenir compte et faire au mieux. Thomas découvre le métier. Il a été affecté à une mission d'emballage. Tu vois, tu dois te mettre ici. Regarde tout l'espace qu'il reste. Parce que là où tu es mal placé et tu ne vois qu'un côté. Alors qu'ici, il y a encore de la place. Au début, c'est dur parce que je ne sais pas bien qu'est-ce que je dois faire, mais quand je vais le faire plus, ça va être facile, je pense. Vous ne faites rien en fait. Maintenant, je ne peux rien faire. Mais quand il y a du travail, je fais beaucoup. Je travaille bien. Finalement, l'équipe lui confie la conduite d'un petit élévateur, comme son père. C'est comme une voiture, c'est facile. Quand il t'explique bien, ça va très bien. Maintenant, je dois aller prendre un sac avec des cordes dans le magasin. Thomas est serein. De son côté, son père l'est beaucoup moins. J'ai envoyé beaucoup d'SMS pour demander comment que ça va. J'ai demandé au patron comment que ça va avec Thomas, c'est normal. Quand j'entends quelque chose là-bas qui se passe, je téléphone tout de suite. C'est votre fils, c'est la première fois qu'il travaille. Je me fais un peu de mauvais sang. Hein. En fin de journée, sur le chemin du retour, père et fils échangent sur cette première expérience. Ça m'attirait donc, je voulais voir. Mais je sais très bien que c'est un métier difficile. Mais avec ces expériences, j'ai pu voir comment ça fonctionne. Et jusqu'ici, je trouve ça très bien.
Ça me fait plaisir, quoi. Allez, je suis fier, quoi, qu'il veut le faire, quoi, je veux dire. Hein. Je rêve pour mon fils qu'il a un bon métier, un bon travail, qu'il est heureux, quoi, je veux dire. Hein. Pour moi, c'est l'important, quoi. C'est normal. J'aime mon fils, hein. Si tout se passe bien, dans quelques mois, Thomas devrait obtenir son permis permanent de docker, comme son père. Sur le quai d'une entreprise spécialisée dans l'export de voitures. Ici, plus de 8000 autos attendent avant d'être embarquées sur un cargo géant. Jeroen a donné rendez-vous à son équipe Crimoto, experte en voitures volées. On traverse tous les quais de transport de véhicules en essayant de trouver des véhicules possiblement volés. Abidjan. La clé est à l'intérieur. Dans la voiture même? Okay. Les véhicules volés par mois, c'est peut-être une dizaine. Anvers est le premier port d'Europe pour l'exportation de voitures d'occasion. Près de 250 000 véhicules partent de Belgique chaque année, essentiellement pour l'Afrique de l'Ouest. Une activité à la mauvaise réputation, car de nombreux trafiquants en profitent pour écouler des voitures volées. C'est parfois un véhicule qui t'appelle. Il y a certains indices, des traces sur le châssis qui t'indiquent, OK, ça peut être volé. Un peu plus loin, ce sont des camions qui éveillent les soupçons. Eux aussi sont à destination de l'Afrique. Je crois qu'on a de la chance. C'est possible. Attends, je te tiens la porte, comme ça tu peux aller regarder. Bloem. De la farine? Allemaal bloem. De sachet de farine. Plein. C'est plein de farine. Normal? Non. La plupart des camions ne partent pas vides. C'est toujours rempli avec des choses qu'ils veulent aussi transporter. Parce qu'ils payent le même prix que le camion soit plein ou vide. Oui. Comme ça, ils envoient encore des petits cadeaux à leur famille. Il y a tout et n'importe quoi. Oui. Si vous regardez dans les véhicules, c'est souvent plein. Parfois, je suis étonné, oui. Même des vélos qu'il met dessus, entre le châssis et le truc pareil. Des camions remplis à ras-bord pour optimiser le coût du transport. Une pratique courante qui permet parfois de cacher une cargaison illégale. L'équipe de Jeroen soupçonne pour le camion au matelas un stratagème pour dissimuler une voiture volée. Le camion n'est pas volé parce que ça, on a vérifié. Vu que des matelas sont là-dedans, c'est peut-être pour cacher la voiture, mais pas l'endommager. On va demander le scanner de douane pour voir le contenu complet. Parce qu'on a des doutes, on ne sait pas grimper là-dedans sans risque. Alors on demande aux collègues de douane pour éviter qu'on rate peut-être un véhicule volé. Quand un camion est suspect, ce sont aux douaniers d'entrer en action. Cattier doit justement contrôler un véhicule. Passée au scanner, elle analyse le cliché de la cargaison. J'ai donné que ça peut. Merci. Hein. On a plus d'autos dans le conteneur qu'ils ont déclaré. Ils ont déclaré moins d'autos ou de voitures et on voit plus de voitures. Je vois déjà une voiture ici, une petite. Ici, il y a une deuxième. Je crois que c'est pour l'Afrique parce que c'est tout plein. On voit des moteurs ici, on voit des pneus. Les pneus ici, quand ils ont âgé, on ne peut plus rouler avec. En Afrique, il n'y a pas de contrôle comme ici. Hein? Donc, un pneu, c'est un pneu. Voilà. Maintenant, on doit regarder qu'est-ce qui ne va pas. Ils ont déclaré des meubles, des bicyclettes, des toilettes, 8 voitures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais on ne peut pas les voir comme ça dans l'image parce que c'est tout plein avec des pneus. Donc, on ne peut pas l'ouvrir ici, comme tu vois, c'est trop plein. Quand on ouvre les portes, le tout va tomber. Donc, je vais demander à un autre team de s'occuper de ce conteneur. Grâce à ces techniques, entre 50 et 60% des véhicules volés
serait intercepté par les forces de l'ordre à Anvers. Sur l'Escaut, l'Estelle est à mi-parcours. Ivoire a fait sa partie du trajet. Il peut enfin visiter le navire. On est sur ce qu'on appelle le Monkey Bridge. C'est le pont le plus élevé du bateau. Donc ici, on a une superbe vue sur la petite ville de Terneuse. On est littéralement au-dessus de toutes les toiles de maison. Il y a juste un immeuble qui est peut-être en rien plus haut que nous. Mais même les clochers d'église sont plus bas que nous. On va passer un vraquier qui est en déchargement. Il y a une grue flottante qui décharge la marchandise dans l'estuaire. Je crois que c'est du minerai de fer. À bord, tout paraît très paisible. Le bateau navigue à une vitesse variant de 20 à 40 km/h maximum. Cela peut paraître lent, mais pour Georges, le capitaine roumain de l'Estelle, c'est le principal danger. C'est comme une voiture. La vitesse est ce qui peut tuer. Donc on doit planifier et contrôler notre vitesse pour éviter tous les dangers. Tout ce qu'on ajoute comme vitesse, ça démultiplie les forces qui accompagnent cette vitesse. Il y a deux dangers en pilotant ce genre de navire. C'est un, les vagues qu'on développe. On crée un petit tsunami, oui. Et puis, il y a le déplacement. On déplace en fait quelque chose de l'ordre de grandeur de 150 000 tonnes d'eau et on peut occasionner des dégâts. Full ahead, please. Il y a un premier obstacle pour nous à éviter, c'est cette espèce de paroi en acier trempé. On va devoir tourner de plus de 90 degrés, plus de 90 degrés. Deux remorqueurs arrivent pour aider l'Estelle à passer les premiers obstacles d'envergure. Il y a un remorqueur qui va amarrer à l'avant et il y a un remorqueur qui va amarrer à l'arrière. Il va aider à casser la vitesse du navire. Le remorqueur à l'avant va nous aider à amener l'étrave dans le courant. Arrêtez les moteurs. C'est bon, on a arrêté les moteurs. Un petit peu très confort. D'abord les collègues. Noir. Voilà. Voilà. Ils connaissent la bonne chose. Après 4 heures de traversée, l'Estelle atteint le port d'Anvers. Mais à l'entrée du bassin, un imprévu de taille. Une grue n'a pas été relevée. Premier pilote de l'Estelle Maersk, je vois qu'il y a encore une grue abaissée. Oui, la grue est à 100 mètres devant vous. Il ne comprend pas, dis-lui que la grue doit être relevée. La grue doit être remontée au moment où on arrive. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas. Donc la grue va rester comme ça? La grue va rester comme ça. Moi, je lui demande où est-ce que la grue se trouve par rapport à notre position. Oui, mais elle n'est pas dans votre chemin, elle n'est pas dans votre chemin. Oui, elle était dans notre chemin. Si on passe en dessous, on touche la grue. Si on ne s'arrête pas à temps, le bateau va frapper la grue. Et la grue va tomber. On risque de tuer des gens sur le quai ou de tuer des membres de l'équipage du bateau. Maintenant, le pilote doit en fait interrompre sa manœuvre. Il doit un petit peu ressortir le navire pour passer la grue et puis le ramener à quai. Avec ces manœuvres de dernière minute, l'équipage évite la grue avec brio. Cette grue, ce sont des choses qui arrivent et bon, nous on est à bord, on voit, c'est notre point de vue, mais il est possible que ce brave homme a déjà essayé depuis une heure de faire lever, peut-être qu'il y a un souci technique, je sais pas. Effectivement, cette grue en maintenance ne pouvait pas être relevée. Stern half to port. Il ne reste plus à l'équipage qu'à amarrer. Une opération délicate qui nécessite beaucoup de concentration. Car il faut maintenir l'Estelle le plus parallèle au quai possible pendant son approche.
La moitié à bâbord sur la poupe. À bâbord en poupe. Comment est votre position, capitaine? Ça va. Bon alors, bloquez la barre. L'opération est un succès. Yves peut quitter les stèles avec le sentiment du devoir accompli. Thank you, sir. Good watch, hein? Thank you. Maintenant, on peut décompresser. À chaque voyage, il y a des petits incidents, c'est normal. C'est pour ça qu'il y a des pilotes à bord, donc c'est même pas un incident, voilà. Ça justifie notre boulot et aucun problème. Tout de suite, les opérations vont commencer. Elles ont d'ailleurs commencé. Un navire comme ça coûte cher à l'heure, donc dès que le navire est à quai, il faut que ça travaille. Déjà, les grues du terminal entrent en action. Dans quelques heures, l'Estelle repartira vers sa nouvelle destination, chargée de nouvelles marchandises. Et à Anvers, tout recommencera.